Mesdames et messieurs, bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette émission, le tribunal de l'actualité. Ce rendez-vous où sont donc jugés les faits majeurs de l'actualité entre approbation et condamnation, confirmation, vérité, dénégation, parce que simplement nul n'a le droit de condamner qui que ce soit ou quoi que ce soit sans un jugement conséquent. Bienvenue à tous et à toutes. C'est quand il a souffert que l'homme accepte de changer. Aucun homme n'a jamais été créé sans le pouvoir inhérent de céder lui-même. Mais la différence entre qui tu es et ce que tu veux être réside dans la façon de ce que tu fais. Il faut parfois provoquer le changement, prendre une décision qui sort de l'habituel, pouvant potentiellement changer à jamais notre existence. Et lorsque vous évoluez vers un mieux-être, le monde entier évolue vers vous. C'est un propos du sage et guide spirituel Bouddha a médité en cette journée du 1er juillet 2020, première convocation pour ce mois. Et bienvenue à tous et à toutes. Je suis Luc Mansanfo, messieurs les juges au siège, bonjour à tous et bienvenue également. Bonjour Président, bonjour juge Vaha, bonjour Madame, Messieurs. Bonjour juge Bougma, bonjour Président, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Merci à tous les deux et merci également à ceux qui réalisent cette émission à la radio et à la télé Truc TV. Merci à vous qui nous suivez aussi du lundi au vendredi à partir de 8h pour les versions directes, sans oublier les versions diffusées à la télé Truc TV. C'est 21h temps universel et 22h pour Watt FM. Merci à tous et à toutes. Ce matin, on va s'intéresser à l'animation de la vie politique au Burkina Faso avec la naissance d'un autre regroupement de partis politiques dans la perspective de futures consultations électorales dans notre pays. Son nom, Coalition Rupture. Et ses leaders étaient face donc aux médias dans la matinée du 29 juin dernier, lundi donc, des visages plus ou moins déjà connus de la scène. On voit entre autres Adama Séré du Rassemblement des écologistes du Burkina Faso, RDBF, David Moyenga de l'Alliance patriotique panafricaine APP Burkindi, de Fousseni Ouedraogo du Mouvement patriotique pour le salut MPS et de Justin Ouahir Somé des progressistes unis pour le renouveau pur et enfin Alphonse Ouedraogo de l'Union pour la renaissance des démocratiques, Mouvement Sankaris, URDMS. Selon donc leur diagnostic, ces 3 années, ces 3 décennies, il faut dire, le champ politique reste monopolisé par les mêmes acteurs en manque d'inventivité et de créativité. C'est une sorte de cartel politique qui entretient de vieilles querelles politiciennes et des haines exacerbées qui font peser sur notre pays les risques d'une fracture irréversible menaçant dangereusement la stabilité nationale et le développement. Et donc selon cette coalition qui est née de la volonté de 5 partis politiques d'opérer une rupture dans la politique telle qu'elle est faite au Burkina Faso. Ce matin, on veut comprendre donc la naissance de cette coalition et ses ambitions. Et nous recevons l'un des porte-parole en la personne de David Moyenga de APP Burkindi. Bonjour et bienvenue. Oui, bonjour monsieur le juge et bonjour membres du jury. Merci de répondre donc à notre convocation. Mesdames, Messieurs, voici la première partie de l'émission, les avant-propos. Merci encore une fois de votre fidélité à ce programme du tribunal de l'actualité. La première partie, je me retourne vers les juges au siège. Bernard Bougma, vous avez la parole pour votre avant-propos du jour. Merci Président. Mon avant-propos va concerner le Niger, où l'ancien président de la transition de ce pays, le général Salou Guibo, nourrit l'espoir de pouvoir revenir effectivement à la présidence du Niger, parce qu'il a été investi d'ailleurs le 28 juin par son parti politique. Et la présidentielle, c'est le 27 décembre 2020 dans ce pays-là, donc parce que aussi c'est une année électorale au Niger. Et donc il a été investi par son parti Paix, Justice et Progrès, PJP. Et donc et l'homme, on se rappelle qu'il fait partie de ceux qui avaient renversé Tanja, c'est d'ailleurs lui qui avait conduit la junte. Donc au terme de la transition, il s'était retiré, il était fonctionnaire également au niveau de la CEDEAO. Et donc maintenant, ça va, s'il passe, ça va être un exemple à la Mali. Parce qu'au Mali, on avait vu, comme on appelle ça, ATT, Amadou Toumani Touré qui avait conduit comme la transition malienne. C'est Alpha Oumar Konaré qui est venu au pouvoir, et quand Alpha Oumar Konaré a fini, c'est ATT qui est revenu. Donc, est-ce que ça va être la même chose au Niger? Parce que quand Tanja a été renversé, c'est Mamadou Issoufou qui a été élu, donc qui a fait 2 mandats, qui au terme de... c'est la fin. Maintenant, ceux qui avaient conduit effectivement cette transition au Niger, avec le général 4 étoiles, comme on l'appelle Salou Guibo,
qui nourrit l'espoir de pouvoir effectivement briguer la présidentielle. Donc c'est quelqu'un également qui effectivement était souvent présent aux cérémonies officielles, parce qu'il est aussi resté très proche de Mamadou Issoufou, et qui a hérité du fauteuil présidentiel au terme effectivement de la transition nigérienne. Donc on attendra comment est-ce que les choses vont se passer, parce que lui d'ailleurs il a pris sa retraite anticipée en mai 2019 déjà au Niger. Donc beaucoup se posaient des questions, mais aujourd'hui c'est clair qu'il veut devenir président du Niger. Donc il reste à savoir si les Nigériens vont lui faire confiance en lui permettant de revenir. Toujours est-il qu'il avait su diriger la transition, qui a eu des hauts et des bas, mais quoi qu'il en soit, c'est eux qui avaient mis fin aux tas archers du président Tanja, qui effectivement à un moment donné voulait modifier la constitution pour pouvoir continuer de régner. Donc on attendra de voir ce que ce deuxième rendez-vous entre cet homme et le peuple du Niger va donner. Parce que le premier rendez-vous n'était vraiment pas de gaieté de cœur, parce qu'il avait dit lors d'une interview, un putsch, ce n'est pas de gaieté de cœur qu'on le fait. Voilà. D'accord. Merci à vous pour ce regard sur l'actualité nigérienne. Ça va être au tour de Geoffroy Var. Merci, Président. Moi, mon actualité sera burkinabé en termes d'avant-propos. On a, on va dire comme ça, la réponse du berger à la bergère avec ce qu'on a vu le 22 juin dernier en termes de démonstration et de dénonciation de conseillers municipaux sur la façon dont gèrent les choses, dont les choses sont gérées par le maire Bewende. Eh bien, il y a ce point de presse hier, notamment animé par les conseillers de la majorité au niveau de la mairie. Et moi, il y a des choses intéressantes qui ressortent que nous savions déjà, mais c'est des faits qui sont aussi implacables, et à chaque fois qu'ils sont rappelés, je pense que ça doit mettre quand même les conseillers de l'opposition un peu mal à l'aise. Je prends des morceaux choisis sur la question des véhicules, ce qui fait des gorges chaudes à un moment donné. Ils disent: les conseillers de l'opposition ont assisté à tout le processus et voté en toute liberté en faveur de cette délibération d'acquisition par Crédit Bail de ces véhicules. Ça, c'est des faits. Et ils disent très bien qu'il y a eu une commission des affaires économiques qui a eu aussi à donner ses résultats. Et après, le conseil municipal a tenu une session extraordinaire au fin de délibérer sur l'approbation des résultats. Et là, à cette session, ils disent 230 conseillers ont pris part avec une seule procuration enregistrée, 231 ont voté pour cette délibération, il n'y a eu aucun vote contre la délibération et aucune abstention. Ça, c'est des faits. Ça donne l'impression que certaines veulent se réinventer une virginité dans une affaire dans laquelle, si d'aventure il y a beaucoup à reprocher, il y a une décision qui est un peu collégiale. Donc, je dis c'est implacable. Et ça restera toujours en travers de la gorge de ces conseillers-là, de l'opposition, chaque fois qu'ils diront ceci ou cela. Et ça veut dire aussi qu'à chaque fois que des questions sont débattues, il y a des décisions à prendre, il faut bien regarder. Il faut bien regarder parce qu'il y a des administrés dehors qui eux aussi jugent les choses après. Et je pense que c'est ce dans quoi nous sommes aujourd'hui. C'est que quand on dit affaire de véhicule à la mairie, il y a une perception que le citoyen a qui n'arrange pas un peu le processus de décision. Donc tous ceux qui ont été dans les faits, ceux-là qui ont acté la chose, sont vus aussi comme avoir d'une façon ou d'une autre une certaine responsabilité. Donc sur cette affaire, je pense que la sortie des conseillers de la majorité met très mal à l'aise, il faut le dire très clairement, ceux de l'opposition en termes d'arguments. D'accord, c'est sûr que c'est une actualité que nous allons suivre de très près, à voir les réactions donc du camp d'en face. Évidemment. Merci à tous les deux et merci donc à ceux qui nous suivent. On va maintenant porter un jugement sur la sortie de ce nouveau regroupement des partis politiques au Burkina Faso, la coalition Rupture, représentée ce matin par l'un de ses porte-parole, en la personne de l'honorable David Moyenga, qui représente en même temps aussi son parti, l'APP Burkindi. Bienvenue à vous. Merci. On va parler donc de la naissance de ce regroupement qui annonce déjà rompre avec la malgouvernance, renouveler la classe politique pour une gouvernance vertueuse et le progrès de service au Burkina Faso. Alors, on commencera par la généralité. Vous connaissez le principe de cette émission. Vous êtes à votre, disons, deuxième participation à cette émission du tribunal de l'actualité. La dernière fois qu'on vous recevait, vous étiez également membre d'une coalition, mais c'était dans la société civile. On va dire que les coalitions, ça vous connaît. Quelle est cette façon de faire là? Comment on explique cela?
vous retrouvez dans bien de coalitions, bien de regroupements, que ce soit à la société civile ou au niveau des mouvements politiques. On vous reconnaît quand même. Oui, je dirais que c'est l'ordre normal des choses pour un militant politique qui est engagé depuis le milieu scolaire et qui a été dans la plupart des grandes organisations combatives de la jeunesse de notre pays, que ce soit l'AIESO, au niveau universitaire, au niveau populaire, avec bien sûr d'autres organisations de la société civile autour de grandes questions, comme par exemple à l'époque 98 c'était la lutte collective, 2011 vous voyez c'était la période de la mutinerie, on s'est exprimé, et aujourd'hui je dirais avec l'insurrection populaire également, et donc ça veut dire que nous sommes restés constants dans le combat pour un véritable changement dans notre pays en tant qu'engagement d'une jeunesse. Et donc aujourd'hui nous avons passé à un autre stade qui est le stade politique, c'est-à-dire que nous ne sommes plus seulement dans la dénonciation, l'alerte, ou la société civile qui est juste un contre-pouvoir, mais qui ne part pas à la conquête du pouvoir. Mais le contexte actuel, c'est que après l'insurrection populaire, après avoir tiré toutes les leçons et enseignements, nous pensons que notre génération doit enfin aller à ce qu'on pourrait dire, notamment à la question décisive, qui est celle, effectivement, d'apporter directement sa contribution dans la direction politique de notre pays. D'où l'engagement au plan politique, à travers, bien sûr, forcément un organe. En étant dans la société civile, on ne peut pas apporter ce soutien-là. Oui, mais ce n'est pas le même combat. Ça pose le débat de la différence société civile et partis politiques. Parce que la société civile, elle, comme je l'ai dit, c'est un contre-pouvoir qui fait des alertes, mais n'a pas pour vocation de conquérir le pouvoir politique. Or, donc, c'est-à-dire, ça montre bien que la société civile a des apports, mais elle a une limite. Voilà, parce qu'elle ne peut pas dépasser ça. Par contre, le parti politique, lui, il va à la conquête du pouvoir avec, bien sûr, un instrument qui est le parti, avec effectivement un programme et une vision de transformation d'une société. Et donc, ça veut dire que c'est le plus haut niveau organisationnel de toute forme d'organisation au niveau de la société. C'est le parti politique, il n'y en a pas plus. Donc, avec tout le parcours que nous avons eu, je peux dire que c'est le minimum, 25 années de combat sans interruption, sans perdre une seule seconde. Mais le moment décisif quand même est venu pour une génération de prendre ses responsabilités après plusieurs victoires, de grands combats, de grands progrès, et puis aussi beaucoup de leçons et d'enseignements à tirer. Mais il faut donner une suite à tout ça. C'est en cela que notre génération peut contribuer aussi à faire face aux défis majeurs que notre pays il vit aujourd'hui, à savoir la gouvernance, la question de la gouvernance, à savoir la question même de la qualité de notre personnel politique, à savoir bien sûr les défis de transformation de notre pays, qui est un pays encore très arriéré, il y a beaucoup de problèmes. Donc le niveau de la réflexion et de l'engagement, il est énorme. Mais c'est un défi pour notre génération, il faut affronter ces défis-là. Alors, 5 partis politiques membres du cadre de concertation du chef de file de l'opposition politique qui sortent de ce cadre-là pour former un autre regroupement. À quoi ça répond véritablement? Pourquoi est-ce que l'idée n'a pas été partagée à vos camarades de l'opposition pour que cette rupture prônée soit en tout cas portée par ce regroupement-là? Oui, mais c'est d'abord des partis d'opposition, déjà. Mais en plus, notre scène politique est très éparse. Et l'opposition est plurielle avec beaucoup de tendances, de courants, et avec aussi, en termes générationnels, ce n'est pas forcément les mêmes partis politiques. Donc c'est tout éparse. Et quand on va face à une situation, il peut y avoir une dizaine, voire même plutôt une vingtaine de positions autour d'une seule question au niveau national, ce qui montre un peu la pluralité et même peut-être un peu trop de pluralité parce qu'il y a beaucoup de partis politiques. Mais ce qui est quand même important, c'est que des partis puissent se regrouper autour de ce que nous appelons une vision précise, une plateforme minimale politique précise. Et c'est ça qui est
le gage du regroupement en général des partis politiques. C'est même ça qui est nécessaire, parce que les regroupements d'ordre institutionnel ou bien les regroupements d'ordre, je dirais, individuels, autonomes des partis, bon, chacun peut prendre, mais là, des partis peuvent se regrouper sur la base d'une plateforme minimale politique, et c'est ce que nous avons fait. Donc, des partis peuvent venir, comme on dit, de différentes entités. Par exemple, quand vous prenez la coalition, vous avez des partis qui viennent du CEFOP, qui animent au CEFOP. Il y en a qui sont dans l'opposition non affiliée au CEFOP. Et vous avez, bien sûr, ce regroupement qui pose un problème qui peut intéresser n'importe quel autre parti, qui est quand même celui de la rupture dans la gouvernance, qui est attendu, qui est connu. Mais personne ne s'est engagé pour l'instant dans cette voie-là. Et nous nous engageons dans cette voie en disant tous les partis qui sentent la justesse de cette ligne de combat en termes de ce que nous appelons d'unité de partis, de regroupement de partis, de plateforme de partis politiques, eh bien, ils peuvent rejoindre ce courant et ce combat-là. Parce que pour nous, aujourd'hui, le défi de notre pays, c'est véritablement ça. Voilà, donc, c'est sur la base d'une ligne précise, des points précis que ces partis se regroupent, tout simplement. D'accord. On peut être dans la même opposition sans partager véritablement la même vision concernant certaines questions cruciales de la nation. On l'a compris. Bernard Bougma, vos questions d'entrée. En tout cas, les coalitions continuent au sein des chefs de file de l'opposition, parce que vous avez la coalition des forces démocratiques pour le vrai changement. Donc, avec Zéphirin Diabré et l'ancienne coalition ZEF 2015, donc qui ont constitué une nouvelle coalition. Vous avez la CODER et vous avez, excusez-moi, vous avez la Consomel. La Consomel. Et puis, cette nouvelle coalition également qui vient de voir le jour. Ma question, maintenant sur la question des élections, la Consomel, elle est claire. Vous partez aux élections au 22 novembre, mais vous pensez que ce n'est pas la meilleure date? Parce qu'il y a débat sur la date. Effectivement, nous avons pris position très clairement sur la question des élections du 22 novembre 2020. D'abord, elles devraient avoir lieu. Ça, c'est déjà la première position. Mais de deux, la coalition, elle participe, bien entendu, à cette épreuve politique qui n'est qu'une étape d'action de cette coalition qui ne se limite pas aux élections, mais qui pose même la question post-élection. Mais maintenant, par rapport aux élections de façon concrète, mais elle y va et elle pose le principe d'une candidature unique, aussi bien pour la présidentielle, mais aussi pour les législatives. Et ce qui est d'ailleurs, à mon avis, très évident. Parce que... Candidature de l'opposition, candidature unique de la coalition rupture. Mais de la coalition rupture. D'ailleurs, elle estime que dans cette coalition, elle doit pouvoir peser dans l'ensemble de l'environnement politique assez éparse et qui permet de véritablement faire face à une chose. Non, pour l'instant, un candidat n'est pas défini. Parce que le candidat ne pourra être défini que sur la base de critères élaborés au niveau, en fait, de cette coalition. Vous n'êtes même pas encore prêt? Non, ce n'est pas une affaire de prêt. On a déjà donné la position. Maintenant, pour qui va être, en fait, le candidat, quels sont ceux qui vont se présenter aux législatives, ça, c'est un travail qui est en train de se faire. Et je pense que vous n'avez pas encore vu dans tous les partis jusque-là quelqu'un montrer, voilà, très clairement. Il y a certains qui se sont déjà annoncés. Bon, il y a d'autres qui ne se sont pas annoncés. Président. Donc, ce n'est que quelque chose qui va arriver maintenant. Alors, nous sommes au 1er juillet. Il nous laisse pratiquement 5 mois pour les élections. Il y a des candidats qui ne se sont pas annoncés, qui se sont investis. Il y en a qui sont investis. Tahirou Bari était là hier, lui, il est investi. Mais Gilbert Noël Ouedraogo, le congrès de l'UPC, c'est dans ce mois de juillet, pour investir son candidat. Le MPP, c'est le 11, pour investir son candidat. Au niveau du parti au pouvoir et même dans les autres partis, ceux qui veulent faire acte de candidature pour la députation, comment on appelle ça, l'appel à candidature est ouverte. Les gens sont appelés à venir déposer leur candidature pour que le parti examine et enrôle. Vous venez de créer votre coalition, ou du moins vous venez rendre, parce que dans la déclaration vous avez dit que c'est une initiative de mai 2019. Oui, j'allais y venir. Voilà. Donc de mai 2019, là on est d'accord, mais vous venez de rendre ça officiel. Mais la présidentielle c'est dans 5 mois. Vous ne savez pas qui va être candidat.
qui va être député dans votre coalition, vous dites que vous n'êtes pas pressé. C'est pourquoi je demande, donc vous n'êtes pas prêt. Non, c'est pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que nous sommes à un stade. Et par rapport à l'élection, sauf les différentes limites officielles, un parti peut à tout moment décréter une candidature et dire ce qu'elle fait. Et moi, le plus important, c'est pas ce qui est montré. Le plus important, à quel niveau de préparation se trouve la coalition effectivement. Vous venez de le dire. Depuis le 19 mai, depuis le mai 2000, pas 19 mai, depuis mai 2019. Mais cette coalition était déjà en train d'organiser tout son contenu et ses perspectives et sa vision, mais elle ne l'a pas montré. Et c'est comme ça la force des organisations. Et ce n'est pas des organisations qui pour un oui ou non, tout de suite on est en train... Non, c'est un projet qui a été construit. Et l'aboutissement, nous avons estimé que c'est le bon moment d'alerter déjà qu'il y a une coalition qui est là. Et ensuite maintenant, par rapport à l'élection, c'est une échéance. C'est une échéance qui va arriver à laquelle la coalition a sa position là-dessus. Elle annonce qu'elle sera là. Mais maintenant, c'est comme je vous dis, attention, ne vous limitez pas à la question seulement électorale quand vous regardez la nature d'une telle coalition politique qui vise bien sûr beaucoup plus loin. Donc il y a une suite à tout cela. Voilà. Alors, si vous ne visez même pas loin, il n'y a pas de raison que nous croyons en vous, nous pensons croire en vous, si vous n'avez pas pensé aller loin. Donc quand nous vous recevons, nous savons que vous avez de la matière, vous pensez aller loin. Donc maintenant quand vous êtes dans des théories du genre, il y a l'ombre, le travail de l'homme, tout le monde sait qu'on n'est pas champion le jour du match, on est champion à l'entraînement. Le jour du match, on se réveille et puis on remporte la victoire. Donc quand vous étiez dans le laboratoire, c'est pour préparer tout ça et quand vous sortez, c'est que vous êtes prêt. D'où ma question, est-ce que vous étiez prêt avant de sortir? Si ça a 5 mois, pour une coalition de 5 partis politiques, vous ne savez même pas qui va être votre candidat, alors que vous plaidez pour une candidature unique, ou vous n'êtes pas prêt, ou vous ne voulez pas l'annoncer d'abord. Non, la question ne se pose pas en termes de prêt. Non, pas du tout. C'est même à cela que je veux venir. Vous savez, je veux dire, l'approche temporelle là, face à un événement, là, il est diversifié. Il faut le prendre en compte, ce n'est pas des théories. Moi, je vous ai parlé de plus de 25 années de combat sans interruption. Même le jour, même pour un événement. On ne parle pas de David Mouenga, on parle de la coalition. Oui. Si vous ramenez à vos 25 ans de combat, vous personnalisez la chose. Rapport. Alors que nous parlons de la coalition. Les gens ne se regroupent pas par hasard. Mouenga ne se regroupe pas par hasard. Ils se regroupent dans des choses sérieuses. Nous préférons parler de la coalition plutôt que de votre personne. Oui, mais la coalition, elle est composée de gens qui ne sont pas méconnus, comme l'a dit dans l'introduction. C'est des gens qui sont sur la scène politique, qui sont avertis, qui sont soucieux, qui ont participé aux grands événements et qui ont décidé que c'est le moment de poser un tel acte. Et ils vont le poser. Donc, ça c'est l'affaire d'un point de vue stratégique, temporel, si vous voulez, d'un point de vue tactique de cette coalition. Non, c'est pas théorique. Parce que pour vous, moi je dis toujours aux gens, il ne faut pas toujours mettre la théorie de côté. La théorie précède toujours l'action. Ceux qui n'ont pas théorisé, qui viennent faire de l'agitation, moi, je fais la différence entre l'agitation et l'action. Et c'est là où nous et celui qui veut agir, parce qu'en général, l'action est élaborée, préparée et même calculée. Et je n'ai pas besoin de vous répéter que la coalition sait à quel moment elle estime que c'est en ce moment-là qu'il faut sortir. Peut-être que vous précisez la question de Bernard Bougouma. On sait déjà que le MPS, qui est le parti du professeur Loda, a déjà son candidat, à la personne de Yacouba Isaac Zida, qui a annoncé. Il n'y a pas de mystère. Il n'y a pas de mystère. Est-ce que la coalition soutient cette candidature? Non, attendez, on n'en est même pas encore là. La coalition a ce que nous appelons à l'intérieur un certain nombre de critères pour faire le choix du candidat. Quels sont ces critères? Maintenant, oui, mais attendez, je vais tout expliquer. C'est pas, la question a été posée 1000 fois. Je vais revenir là-dessus. Aujourd'hui, là, il n'y a pas que la seule candidature suscitée au sein de la coalition. Il y a des candidatures suscitées. Mais ça reste quand même une question, comme je l'ai dit, dans un stade préparatoire. On ne va pas annoncer un candidat puisque ça va faire l'objet à la fois d'une compétition, d'une évaluation, et le choix d'un candidat tient compte non seulement de beaucoup de critères, mais il tient compte vraiment
d'une analyse pertinente en ce qui concerne l'environnement politique, en ce qui concerne la vision, en ce qui concerne un certain nombre de critères. Donc il ne faut pas dire tout de suite là, une coalition qui s'est présentée, vous dire quel est le candidat. Non. Elle va dire qui est le candidat et ça ne va pas tarder. C'est des étapes. Nous en sommes là d'abord à la présentation de cette coalition. Elle va vous dire dans les jours à venir qui sera le candidat. Maintenant, quels sont les critères? Non, les critères, ça reste, comme je dis, des documents internes, parce qu'on n'est pas resté. Non, président, mais je vais revenir là-dessus. Il a dit avant de parler de cela. Mais je vais revenir dessus. Donc, je vais vous en donner. Mais permettez-moi de commenter un peu. J'ai dit seulement que la question de la candidature reste une affaire interne. Des partis, vous êtes d'accord avec moi, quand même que c'est comme ça. Mais maintenant, nous avons fait un travail depuis plusieurs mois pour arriver à des choses, mais forcément, il y a ce qui est classique et il y a ce qui est spécifique. Jusqu'à présent, vous ne nous avez pas donné les critères. Et j'ai donné même déjà avancé que peut-être vous n'avez pas bien suivi. J'ai dit que les critères se fondent d'abord sur la question, la vision d'abord de cette coalition est un élément des critères. Votre vision, c'est quoi? Le candidat lui-même, en tant que tel, il constitue un critère du point de vue de son parcours et de sa, je dirais, la proximité, je vais dire, voilà, son affinité avec la vision, ça compte beaucoup. Voilà. Au-delà de ça, il y a des critères liés à l'environnement politique qui n'ont rien à voir forcément avec la coalition elle-même. Je peux me limiter là, mais il y a toute une kyrielle d'éléments qui vont faire l'objet. Je pense que Bernard Bougman, là-bas, ce sera aussi un jury. Vous pourrez peut-être venir nous apporter un appui en tant que président. Vous n'êtes pas précis. Mais cependant, je dis, c'est tout un travail d'évaluation donc qui, en fait, prend en compte l'ensemble des critères utiles et nécessaires pour permettre d'avoir un candidat. Mais nous n'allons pas aujourd'hui, quand même, d'un point de vue, voilà, ne serait-ce que démocratique et par respect quand même de choses, on ne peut pas venir dire voilà, il y a un candidat là, même si j'ai vu que dans la presse, quand nous avons fait notre sortie, les gens ont déjà choisi un candidat pour nous. Non, c'est pas comme ça. Ah non, attendez que la coalition rupture vous en arrive à là. Vous devez vous y préparer, comme l'a dit Bernard Bougman, parce que si on a réfléchi pendant de longs mois, vous devez vous attendre véritablement à cette question. Ah ben oui, nous n'avons pas dit le contraire. Tout à fait, c'est exact. Et même, je pense que l'attente de la population ou voilà, de l'opinion, de oui, ok, on voit un peu l'organisation, il y a un appareil qui s'est organisé, mais c'est qui va être? Ça, c'est normal. Et c'est même plutôt bien. Ça veut dire que les gens s'intéressent et suivent de près. Et je pense que beaucoup nous ont dit que c'est assez sérieux. Geoffroy Vara. Oui, quand nous vous écoutons, on se dit clairement que vous avez travaillé sur cela, vous parlez des critères et tout. Tout à l'heure, Bernard évoquait le fait qu'il y a parmi vous des partis pour lesquels il y a des candidats déjà, des candidatures officialisées à la présidentielle. Moi, je prends un exemple simple. Lorsqu'on prend le cas cité du MPS, par exemple, avec son candidat connu, et il est prêt à candidater à la candidature parce que c'est de ça qu'il va s'agir. Il est prêt à rentrer dans le moule d'une compétition interne avec d'autres personnes et c'est des choses, c'est des assurances que vous avez eues de Zida par exemple. Non, en fait, c'est ce que je suis en train d'expliquer en plusieurs étapes. Pour nous, quel que soit ce que chaque entité politique membre prenant de cette coalition, quel que soit ce qu'ils ont décidé en leur sein, ça c'est une décision au sein de leur parti, tout simplement. Mais dans le cadre d'une coalition qui est plus élargie, plus étoffée, et qui définit une vision, ça c'est une autre étape. Et en ce moment, si un parti comme le MPS, nous, notre parti, qui est l'APP Burkindi, et d'autres partis prenants, par exemple, veulent présenter un candidat, ils le susciteront et ça sera analysé. C'est pour dire quoi? Si vous avez annoncé des candidats d'un point de vue déjà populaire, public, dans le cadre de votre parti, vous êtes libre. Ça ne gêne personne. Mais dans le cadre de la coalition, le candidat n'est pas choisi et vous devez passer par ce scanner-là, notamment de critères, de choix,
avant de pouvoir être candidat au nom de la coalition. Ça, c'est différent. Et je trouve que c'est souvent classique, parce que dans les coalitions politiques, c'est ce qui se passe. Voilà. Donc, les gens devront attendre quand même cette étape-là qui ne va pas tarder à venir. Alors, est-ce que le président de l'APP Burkindi est rentré? Oui, le président n'est pas totalement, il n'est pas encore rentré, mais il ne va pas tarder aussi à le faire. Je pose la question parce mais que... il vient. Parce que le président, il fait des va-et-vient entre Ouagadougou et l'autre côté de la mer. Le candidat du MPS, lui aussi, il est au Canada. Ah ben voilà. Donc, une coalition avec certains champions qui ne sont pas sur place. Donc, c'est pourquoi je pose la question de... Parce que vous oubliez que les choses ne se limitent pas à votre propre personne seulement. Il y a des gens qui vous suivent et qui disent, bon, est-ce que je ne vais pas aller avec ce monsieur, qui ont besoin effectivement de précisions. Oui, c'est juste. Donc, quand nous vous posons les questions par rapport à ces précisions, par rapport au profil, moi, Burkinabé qui envisage de voter, je regarde, je vois quelqu'un qui vient présenter une coalition, à défaut de me dire pour le moment qui est le candidat, c'est me dire au moins ce qu'ils veulent comme cheval pour la compétition. En fonction de son profil, je peux dire déjà, ça peut m'intéresser. Mais oui, je vois que, et pour savoir le profil, c'est en fonction des critères que vous mettez. Mais là, pour le moment, on ne l'a pas. Non, vous avez dit que vous préférez garder ça en attendant. Vous pensez que vous pouvez attendre. C'est pourquoi moi j'ai dit, est-ce que vous êtes vraiment prêts? C'est pas parce que les autres se constituent en coalition, vous vous dites, est-ce que nous aussi on ne va pas aller en coalition pour être encore plus fort? Ça permet de négocier parfois des strapontins. Non, c'est juste ce que vous dites, hein. C'est une préoccupation. C'est un constat de la classe politique, c'est ce qu'il faut. Quand les grandes échéances s'annoncent, ce sont ces coalitions qui s'annoncent, il faut pouvoir négocier les strapontins, c'est un constat et vous le savez bien. Non, c'est juste ce que vous dites, vous pouvez faire même cette analyse en tant que telle, hein, de peut-être des partis qui peut-être se disent oui à l'élection, voilà comment nous on fait pour faire des coalitions et ainsi de suite. Mais je vais juste seulement ajouter que du point de vue des candidatures éparses d'ailleurs qui sont présentées sur la scène, jusqu'à preuve de contraire, j'ai dit, ils n'ont pas eu la même temporalité. Il y a des candidats qui sont annoncés il y a 2 ans ou 3 ans pour une élection qui doit se tenir 3 années après. Il y en a qui se sont annoncés il y a quelques mois. Donc la question de la temporalité ne semble pas être un critère véritablement, voilà, le plus important. Non, nous sommes une organisation. Et une organisation, que les premiers responsables soient présents ou pas, c'est-à-dire que l'appareil est là et l'appareil fait le boulot. Ça, c'est un esprit organisationnel qui prend cela. Moi, je prends le cas de l'APP que vous venez d'évoquer. Son président, effectivement, il fait des allers-retours entre la France et puis le Burkina, mais ça n'empêche pas le travail de l'APP Burkindi. Ça, c'est des questions organisationnelles. Et c'est un savoir-faire qui existe. Et pour nous, d'ailleurs, une organisation, ce n'est pas un individu. Le président est porte-parole, mais vous avez autant de présidents dans un parti politique qui, à un moment donné, peuvent, dans une circonstance donnée, je vais prendre l'exemple d'une répression ou d'une arrestation ou de je ne sais quoi, s'il est empêché, une vraie organisation est capable de vous aligner 5, 10 présidents. C'est ça la force d'une organisation. Maintenant, pourquoi vous êtes pour l'élection présidentielle en question... Pourquoi vous êtes plus à l'aise à nous rappeler comment on s'organise, comment on travaille? Non, mais quand il s'agit de nous dire, de nous donner le profil type, le portrait robot de qui est-ce que vous voulez comme candidat, là, il n'y a plus rien à dire. Là, vous devrez attendre. Parce que c'est très important. Vous ramenez les choses à nous trois sur le plateau, alors que j'ai dit non, vous vous trompez. Non, je suis d'accord avec vous sur la question de l'opinion publique. Donc quand vous sortez pour dire nous allons en coalition, dénommée rupture, avec une nouvelle façon de faire, ça doit déjà se sentir dans votre sortie. Mais là, on n'est là pas. Non, en fait, je vais être plus clair, Bernard. Pour moi... Vous n'avez même pas la coalition... Non, je vais l'expliquer. Parce que vous n'avez pas encore fini même avec pour moi, la coalition est déjà sortie. C'est que le 29 juin. C'est ça? Lundi. Elle a donné sa vision, sa lecture. Elle a étoffé d'abord la ligne très claire, nette qu'elle a fixée. Ça, c'est déjà beaucoup. Ensuite, sur les élections, qui est une actualité, elle a donné sa position. Aussi bien sur la tenue, parce qu'il y a un débat sur la tenue, mais elle a donné la position en ce qui la concerne en tant que coalition, à savoir qu'elle sera là dans cet affrontement politique. Ça, c'est clair.
En ce qui concerne sa candidature, elle annonce clairement que elle est dans le cadre d'un choix qui doit se faire et elle va le montrer. Maintenant, si vous me demandez aujourd'hui, à moi, ici, au nom de la coalition, de vous déterminer un candidat, de dire qui va être le candidat, parce que non, je pense que là, il va falloir attendre. Et je pense que ça ne sera pas de trop ni tard. D'accord, vous avez choisi de faire la langue de bois, on a compris. Donc il n'y a pas de rupture. Ce que M. Moyenga dit, il dit que bon, chacun a donné sa position, la coalition donne sa position et tout, mais la coalition même est composée de partis politiques qu'on reçoit déjà même sur nos plateaux, qui suivent les mêmes sujets, ont donné leur position. Donc ça ne change, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ce qui serait nouveau, c'est de bien lire dans là où va la coalition et avec qui, parce qu'on est à 5 mois, on nous présente, à 5 mois d'une élection, on nous présente une coalition. Et il faut attendre pour savoir. Et une coalition dans laquelle vous avez des personnes qui ont officiellement dit qu'ils seront candidats à la présidentielle. Vous vous dites, est-ce que c'est des personnes qui vont s'effacer? Est-ce que aujourd'hui, c'est des choses qu'on veut savoir. Et puis, vous savez qu'une présidentielle, vous parlez de la question de la machine et tout. Mais je suis désolé, tout le monde le sait, une présidentielle, le personnage compte pour beaucoup. Vous le savez, vous êtes un homme politique. Quelquefois, c'est pour ça la machine elle-même prend le temps de juger et donc prend de l'avance avec minutie à désigner qui sera ce candidat et à éviter qu'il y ait des scandales et tout. Parce que la personne, le personnage, la qualité, cela compte beaucoup. Et à 5 mois, quand on est encore dans... Vous dites que vous faites la rupture avec les hésitations, c'est ce que vous avez dit, et les tâtonnements. Quand on vous écoute, je ne vois pas la rupture. Oui, mais c'est de bien ça qu'il s'agit. Vous avez dit qu'il faut prendre le temps de... Il faut choisir un candidat de qualité. Mais le candidat de qualité ne se choisit pas dans la précipitation non plus. Hein. Maintenant, par rapport à l'échéance électorale, moi je vous dis, il ne faut pas faire une fixation sur le temps par rapport aux événements politiques. Voilà. Et la stratégie que la coalition va développer sur le terrain, là, ça va pouvoir répondre à toutes ces inquiétudes, sinon préoccupations qui est que globalement vous voulez dire est-ce que c'est pas en retard? Non, c'est pas en retard. Est-ce qu'au fond, vous n'avez même pas le candidat déjà, on essaie d'habiller juste, c'est ça? Non, parce que apparemment c'est que j'ai vu dans certains titres de presse où on désigne déjà un candidat et la question a été posée même en conférence de presse de façon directe à un des représentants du MPS pour lui demander oui, est-ce que vous qui êtes présenté là, est-ce que vous n'avez pas, est-ce que ça ne sera pas vous votre parti qui sera du coup candidat? Non, encore même que j'imagine, je n'ai pas répondu à leur place, mais il faut que le MPS même d'une manière ou d'une autre de façon définitive définisse même sa propre candidature, parce que c'est des évolutions aussi apparemment de leur côté. Je suis sur la scène politique, donc ça veut dire que la question que vous me posez, j'ai pas bien compris la question que vous, non, je suis en train de dire que même dans le cadre du MPS dont la question a été posée à la conférence de presse, j'ai dit, même pour eux, il va falloir que définitivement clarifient leur position. Ils clarifient peut-être en ce qui eux les concerne même d'abord. Et vis-à-vis de vous. Mais vis-à-vis de nous, ils peuvent susciter une candidature au niveau de la coalition. Ça, c'est normal. Il n'y a aucun problème puisque c'est ouvert. Donc, et puis, il y a des partis certainement qui vont présenter leur candidature et il y a d'autres peut-être qui pourront dire peut-être nous ne présenterons pas de candidature, mais voilà ce que nous allons faire. Mais tout ça, c'est des éléments de composition. Donc, le MPS doit vous dire si pour le moment ils vont faire acte de candidature. Mais oui, ils doivent le dire dans la coalition. Donc, vous n'avez pas pu régler cette question. Non, c'est que vous dites là. Jusqu'à présent, vous n'avez pas réglé cette question. Vous savez si l'APP Burkindé est candidat ou pas? Donc jusqu'à présent, vous n'avez pas réglé cette question. Non, j'ai dit, par exemple, sur ça, est-ce que vous le savez, oui ou non? Nous ne savons pas. Vous voyez? Donc c'est pour dire que les candidatures qui sont là, déjà, nous n'allons pas faire comme ce qu'on voit où les gens ne sont pas prêts, ils vont venir faire des candidatures, je ne sais pas de quelle manière, double candidat, multiple candidat. Non, ici là on parle d'une candidature unique. Donc ça veut dire que l'appareil doit pouvoir déterminer très clairement sur la base des critères celui qui sera candidat. Mais pour l'instant, aucun candidat n'est défini. La rupture semble encore se faire attendre avec vous, parce que à vous entendre parler, même ces questions élémentaires, vous ne les avez pas encore réglées. Et c'est sur un plateau que vous venez annoncer. On va détenir une chose pour la présidentielle. Pour l'instant, on va attendre que la coalition nous donne encore une fois un nom, un visage qu'on puisse apprécier. Mais déjà, vous annoncez des candidatures communes pour ce qui est des législatives et des municipales. Quand on regarde bien la coalition, en dehors du RDBF ou puis le mouvement sankariste, URDMS,
les autres n'ont pas véritablement une expérience électorale. Comment est-ce que, avec cette coalition-là, vous comptez véritablement marquer une rupture dans les urnes, si on suppose que c'est cela? Ben oui, cette question, elle est très intéressante parce que la nature de la coalition même découle de l'évolution récente de la scène politique qui a été caractérisée par la naissance de nouvelles forces politiques qui doivent faire face aux épreuves politiques. Vous prenez le cas de l'APP Burkindi, effectivement c'est le cas. On n'a jamais fait face à une élection. Et c'est le cas du MPS. Le cas du MPS, le cas aussi du PUR, en tant que voilà. Mais du coup, il y a d'autres qui ont déjà une expérience qui peut être partagée. Mais le plus important pour tous ces partis... Une expérience qui n'est pas du tout réalisante, on va le dire aussi. C'est vrai, oui. Bon, une expérience dans le cadre quand même d'un parti politique en tant que tel. Sinon, du point de vue de l'expérience en matière d'une gestion et autres électorale, beaucoup quand même sont très avertis sur la question. Mais le plus important pour nous en tant que parti, c'est d'abord l'organisation sur le terrain. Et dans ce cadre-là, les partis, si je dirais nouvelles, ont déjà un quadrillage national très intéressant. Quand bien même c'est des partis qui sont nés il y a environ 2 années, en gros pour la plupart. Mais c'est ça déjà le processus de renouvellement de la scène politique. Parce qu'il y a des forces qui émergent, qui s'organisent, qui quittent des entités, soit des OSC, qui quittent aussi, je dirais, des contextes comme l'insurrection. Et justement, peut-être que c'est tout ça qui fait que ces partis-là ont une certaine affinité et ont eu une certaine aspiration à se regrouper. Parce qu'il y a tout un ensemble d'événements politiques qui les met sur le terrain et qui les amène à se réunir. Donc pour moi, les choses sont tellement claires. C'est cette dynamique-là justement qui est là. Et d'ailleurs, vous voyez, nous commençons par dire tout simplement que pour nous, le défi même de cette élection qui doit venir, mais c'est un défi du renouvellement de la classe politique, donc qui doit permettre d'envoyer de nouveaux acteurs politiques patriotes sincères et soucieux de traduire les aspirations de l'insurrection populaire. Ça veut dire que nous disons que l'insurrection populaire a été trahie, elle n'est pas allée, et tout ce qui a suivi là, l'âme et la flamme de l'insurrection a été abandonnée, et nous sommes revenus dans la même gouvernance que, en tout cas, la gouvernance du régime qui a été déchu par l'insurrection populaire. Donc, aujourd'hui, il faut que des forces, des éléments qui s'y tiennent toujours là, s'accrochent. Mais c'est le défi de notre pays. En fait, c'est ça. Donc, ces forces-là, il y a une belle raison qu'elles se regroupent, et sur le terrain également, elles ont pu faire un travail de tissage. Et moi, je pense que vous regardez de tous les jeunes partis politiques. Je n'ai pas vraiment la réponse à ma question parce que tout à l'heure, vous avez rappelé votre expérience syndicale, politique et tout. Ça fait 25 ans que vous êtes là. Vous savez quand même qu'une élection, c'est un homme politique, c'est des fiefs, c'est des contacts avec les populations réelles. Et là, quand on a un parti qui n'a pas véritablement une assise, comment est-ce qu'on peut opérer ce changement-là? Ah ouais, c'est ce que j'étais en train de dire tantôt, que nous avons des assises. Prenez l'APP Burkini, elle a une assise. C'est pas un parti comme les autres. Sa composition, son savoir-faire organisationnel a fait que, en moins de 2 ans, l'APP Burkini est dans les 45 provinces et dans les 13 régions du Burkina. Il y a des partis qui font 25 ans et n'ont pas pu le faire. Il y a des partis qui sont au pouvoir et qui n'arrivent pas à atteindre certaines zones. Nous le savons. Je pense que c'est le cas des autres partis aussi, parce qu'on se retrouve sur le terrain. Avec des candidats et des sièges réels, des militants concrets? Avec une stratégie tout à fait particulière, qui peut être à la fois des sièges, mais qui peut être beaucoup de formes de représentation. C'est-à-dire? Non, il y a des représentants partout. Parce que vous n'allez pas dire que systématiquement, dans un village, une commune donnée, forcément il va y avoir un siège. Non, au moins dans les chefs-lieux de région. Par contre, dans les chefs-lieux de région, oui, nous avons des sièges. Pas dans tous les chefs-lieux, voilà, il faut le dire très clairement, mais dans pas mal de chefs-lieux, nous avons quand même des représentations, nous avons des sièges. Et dans les autres, nous avons des représentations et les militants à la base savent ce qu'il faut faire en termes d'organisation pour se voir. Mais c'est un processus, ce n'est qu'un processus.
je pense que vous pouvez nous accorder quand même un peu de bénéfice à ce niveau. Non, c'est à vous d'être précis. Si vous dites, vous allez à Bobo, notre siège, c'est tout dans tel secteur. Mais vous oui. avez à Ouayouga, c'est tout dans tel secteur. Ça, c'est plus concret. Mais oui, mais nous accordons le bénéfice. Et surtout que dans ces régions, on nous suit à travers. Surtout que dans les régions, ils nous suivent. Donc, quand vous dites que vos sièges sont partout, c'est à eux d'apprécier. Maintenant, si vous avez des éléments de précision, c'est à vous de le dire. Sinon, le reste, nous vous écoutons avec également beaucoup de recul. Oui, parce que, effectivement, des partis politiques sont venus ici dire que nous sommes sur toutes les 45 provinces, on est dans les communes. Mais ce qu'ils oublient, c'est que nous sommes à Ouaga, mais nous venons aussi de communes rurales différentes. Et quand vous arrivez, vous ne voyez pas le parti, il n'est pas là-bas. C'est juste. Et les gens vous disent sur le plateau qu'il est dans toutes les communes. Il oublie que même vous qui lui parlez, dans votre commune, il n'y en a pas. Et donc, nous sommes habitués à ce langage-là. Oui, c'est vrai. C'est vrai donc, que je suis en fait également les différentes forces politiques et leur nature et la manière dont ils s'organisent. C'est pas les mêmes philosophies en fait. Pour nous, un parti, c'est d'abord l'implantation. C'est pourquoi dès la création, nous avons commencé par la structuration du parti. Vous revendiquez au moins donc nous sommes allés non, je ne peux pas vous le dire à l'instant T combien de militants, mais nous avons plusieurs milliers de militants. Déjà à savoir... c'est bien vague. Hein? Oui, non, mais je ne peux pas vous donner ces chiffres vraiment ce matin. Et la question des militants, c'est comme je dis, nous sommes dans une progression. C'est tout ce que... Voilà, nous sommes dans une progression. Non. Alors qu'il y a les partis ont des statistiques. Les vrais militants sont à jour de leur cotisation, ils prennent des cartes. Sur cette base-là, vous arrivez, on peut vous communiquer les chiffres. Mais chacun dit on a des milliers de militants répartis dans les 45 provinces, dans les 13 régions, dans les 300 communes, et puis ça s'arrête là. Mais quand vous dites, vous revendiquez combien de militants, c'est des milliers. Mais il dit ça, mais c'est arrivé aux élections que vous vous rendez compte que... Parce que le président lui-même souvent n'a même pas pu se faire élire conseiller municipal dans son secteur. On a vu des présidents de partis comme ça, mais qui revendiquent aussi des milliers. C'est pourquoi nous disons d'être précis. Parce que vous venez pour sonner la rupture. Et donc, le président l'a dit, il y a un constat, parfois, par moment, il y a la langue de bois, alors que vous venez sonner la rupture. Les Burkinabés qui vous écoutent ne doivent pas hésiter quand il s'agit et se dit est-ce que lui ne dit pas la même chose que les autres dont il dénonce une façon de faire. Bon, vous savez, le discours politique est très pollué dans notre scène politique, de sorte qu'aujourd'hui... Vous polluez ce discours-là d'ailleurs. Oh oui, mais justement, c'est pourquoi d'ailleurs on ne parle pas trop en matière de structuration. Si vous sortez avec nous, vous saurez. C'est tout. Moi, je ne vais pas démontrer en quoi on est structuré. Ce que l'APP a fait, je vous ai dit, dans toutes les 45 provinces, c'est le cas. Vous prenez aussi les autres partis, puisque quand nous allons en région ou en province, nous savons quelles sont les forces politiques qui sont présentes. On les voit sur le terrain. Les forces qu'on ne voit pas aussi, ça se sait. Donc ça, ce n'est pas des questions d'ordre théorique. Cette fois-ci, ça, je peux vous l'accorder. Ça, c'est des questions de terrain, pratique. Nous, on l'a fait. Nous avons un siège ici, on a un siège à Bobo, on a un siège à Ouayouga, on a un siège. On a mis des sièges. Et ça, j'ai dit... cette célérité de travail est liée à une compétence organisationnelle acquise. Ça, c'est clair. Et maintenant, qu'est-ce que je vais démontrer? Nous aimons bien les mots, mais on vous a posé même une question pour avoir une valeur chiffrée, on n'a même pas pu l'avoir. Et ça, c'est concret, c'est pas théorique. Non, pour la valeur chiffrée, je suis un peu désolé. Je ne veux pas faire la langue de bois, je ne veux pas faire la démagogie. Je ne peux pas vous donner ce matin un chiffre précis du nombre de militants sur l'ensemble du territoire national, et même hors du pays aussi, parce qu'on a des militants hors du pays à l'étranger. On va évoluer. J'aimerais qu'on parle de cette fameuse rupture annoncée, parce que nous sommes des journalistes. Par plusieurs fois, les nouveaux partis qui sont nés les 5 dernières années ont tous prôné en tout cas cette rupture, ce changement vrai. Et à la fin, on a vu tous finir par faire la même chose. Un regroupement de copains, un regroupement de connaissances. C'est le copinage qui est promu. Qu'est-ce qui est véritablement la marque de votre coalition et qui fait un diagnostic sérieux de la situation politique au Burkina Faso? Parce qu'on a vu, tout le monde a fustigé l'ancienne génération, tiré à boulet aussi l'ancien régime, etc. etc. Qu'est-ce qui est sincère comme diagnostic, comme scanner que vous faites? Non, pour nous, aujourd'hui, la situation est plus que chaotique et grave. Inédite depuis la reconstitution de la Haute-Volta en 1947, le Burkina n'a jamais vécu une crise d'une telle ampleur. Ça n'existe pas. Prenez, le Burkina est passé par 2 guerres, 2 conflits frontaliers, 74 et puis 85, mais nous n'avons pas atteint un tel niveau de crise. Voilà. Et au Burkina, il y a eu une insurrection populaire.
dont le but était le changement d'une certaine gouvernance qui a été dénoncée pendant des décennies. Il y a eu des sacrifices, des combats véritables. Et on espérait tous voir mettre de côté cette gouvernance-là. On ne l'a pas constaté. Mais en même temps, l'insurrection devait se traduire par un renouvellement du personnel politique. C'est-à-dire que l'insurrection n'a pas été faite pour ramener des anciens compagnons au pouvoir. Non. Là, il va se poser immédiatement un problème métaphysique entre le peuple et ses dirigeants qui ne sont que les représentants et les visages de l'ancien régime. C'est ça même qui montre déjà que dès le début, ça ne marcherait pas. Donc, à partir de cet instant, nous avons fait ce constat et nous avons estimé que le défi post-insurrection du peuple burkinabé, après toutes ces années de combat, le défi politique, c'est le défi d'un changement de génération politique de façon qualitative. D'un point de vue analytique, c'est-à-dire différent du haut toit que j'ai mis mettre, comme c'est le cas à l'heure actuelle. Mais c'est comment? Non, c'est pas ça. Quand je parle de rupture, déjà, ce n'est même pas une affaire de haut toit. Non, c'est pas ça. Donc ça veut dire que c'est plus profond. Les autres n'ont pas dit rupture, hein. Ils n'ont pas dit. D'ailleurs, s'ils le disaient, on ne le croirait pas. Bon, j'en ai synonyme. Maintenant, une rupture se caractérise aussi par la composition des forces. La nature des forces qui se réunissent dans le cadre d'une... Et ça, c'est une caractéristique. D'ailleurs, vous êtes plus tolérant. Parce que vous nous dites, ces forces-là, la diversité, comment... Mais oui, mais il y en a. Non, vous dites plutôt, ces forces... Il y a d'autres qui disent, mais ces forces sont tellement distantes que comment peuvent-elles se réunir? Mais ça, justement, ça, c'est une qualité, justement, de cette coalition qui arrive à rapprocher des forces politiques, justement, d'une certaine diversité, d'une certaine histoire, quelquefois différente, mais qui ont été tous des observateurs d'un même phénomène politique. D'ailleurs, la maladie infantile de la plupart des partis, les gauchisants et autres, c'est quoi? Ce sont les subdivisions, les coups fourrés, les contorsions, c'est qu'on constate. Cet environnement, cette ambiance politique marquée par l'écartèlement des partis politiques, là, nous l'avons vu. Moi, je suis marqué. Mais pour nous, justement, déjà, c'est que nous estimons que, il faut arrêter cet écartèlement. Qui sont ceux qui composent la coalition? C'est une marque. Deuxièmement, le fait que cette coalition soit composée, voilà, d'un certain nombre de forces qui arrivent à trouver une plateforme commune claire sur laquelle il faut engager un combat. D'accord. Alors, malheureusement, on ne pourra pas poursuivre. Hein. On va juste donner 30 secondes à chacun des juges pour tirer un avis, un regard sur cette sortie de la coalition, sa naissance et ses ambitions. Ben Abougman. Merci. Alors, coalition rupture, c'est pourquoi j'avais posé la question de comment on fait la rupture. Est-ce que c'est du haut toit que je me mette ou bien c'est un transfert dans la douceur, je ne sais pas moi. Donc, je regrette qu'après l'insurrection, ce soit les mêmes qui soient venus au pouvoir, alors que les mêmes aussi ont scandé Blaise dégage ensemble dans les rues de Ouagadougou. En ce moment, ça ne m'a pas ému quelqu'un. C'est quand ils sont arrivés au pouvoir que ça dérange aussi d'autres. Donc, c'est le Burkinabé aussi, à un moment donné, qui n'a pas été conséquent vis-à-vis de lui-même. Maintenant, en fait de rupture, je constate que pour le moment, la rupture se fait attendre dans la façon dont je vois comment est-ce que les choses se conduisent. Si à l'intérieur, certains partis qui ont déclaré leur chef champion candidat, ces questions internes ne sont pas encore réglées à 5 mois des élections. Et comment est-ce que la liste commune va se faire? Là aussi, on n'a pas eu suffisamment de réponses. Ce qu'on sait, c'est qu'on est partout dans les régions, mais comment est-ce que ça va se faire aussi? Là, on ne l'a pas. Et donc, c'est un discours beaucoup plus dans la langue de bois. Et donc, je n'ai pas pu sentir la rupture. Alors que ça, c'est très important pour ceux qui suivent. Quand ils viennent pour dire qu'ils sont venus pour la rupture, c'est une vraie mission. Et on devrait en savoir davantage sur la vision et la mission et tout ce qui va avec. Peut-être que ce sont des questions stratégiques qu'il ne faut pas dévoiler sur un plateau. Geoffroy Vaha. On a passé 55 minutes, mais qu'est-ce qu'on aura, on aura retenu? Moi, je dirais pas grand-chose. Parce qu'on vient avec beaucoup de questions et on repart avec ces mêmes questions-là. C'est une coalition qui vient, qui a ses ambitions, qui dit vouloir une rupture. Une rupture, c'est bien mettre la fin à une ère, mais aussi donner des éléments de ce terre nouveau-là qu'on veut nourrir et comment. Et ça, peut-être qu'on n'a pas eu peut-être le temps de bien l'avoir. Et puis, autre chose, c'est que lui, il convient
avec tout le monde qu'en même temps que la coalition est présentée, il y a beaucoup de problèmes qui se posent. Par contre, on a des candidats déjà déclarés et tout. Est-ce qu'il n'y a pas un process pour accompagner quelqu'un et que pour l'instant, c'est juste qu'on veut nous faire voir que nous voyons aujourd'hui. Les questions continuent donc pour moi de demeurer. Et puis, on a eu beaucoup de questions directes auxquelles on n'a pas eu de réponse. Et ça fait que je reste un peu sur ma faim. On a eu plus de mots. Mais en termes d'essence, je pense qu'il y avait beaucoup à donner, mais on n'en a pas reçu assez. D'accord. Monsieur Moyanga, considérez cela comme un avis sincère de notre tribunal. Et vous aurez certainement le retour aussi de tous ceux qui ont suivi cette émission. Merci d'être passé déjà pour nous entretenir. On aura l'occasion d'y revenir quand on aura un nom, un visage de la coalition pour maintenant apprécier son programme de société. Mesdames, Messieurs, on s'arrête là. On vous retrouve demain jeudi pour la 4e convocation du tribunal de l'actualité. Que la paix nous fasse la guerre, que la guerre nous fasse la paix. Au revoir.